Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là aussi nombreux ce soir, malgré le super soleil qui fait dehors. Mais ne vous inquiétez pas, après une petite grosse heure, vous aurez l'occasion de vous désaltérer au cocktail qui aura lieu juste après la session pitch qui commence donc maintenant. Donc moi je m'appelle Lina, je suis CMO chez Lita et je suis ravie d'ouvrir cette 15e édition, puisqu'en 9 ans d'investissement durable, c'est déjà la 15e soirée Pitch for Impact qu'on organise. Entre-temps, la soirée a bien changé, mais on est content de continuer malgré tout à organiser cet événement, puisque c'est hyper important aussi, nous qui défendons une finance réelle et incarnée, de se rencontrer et de vous voir en 3 dimensions. Alors, je vais rapidement vous présenter le déroulement de la soirée. Donc, vous avez tous reçu un petit leaflet sur lequel vous avez la programmation des pitchers avec l'ordre de passage. Ils auront donc 5 minutes pour pitcher, pas une, pas moins. On a un super timer humain qui s'appelle Artem ici. Donc, s'il lève la main, ne lui en voulez pas si vous ne voyez pas. C'est parce qu'il est là pour signaler aux entrepreneurs que le temps est échu. Ensuite, Julien, qui sera votre hôte pendant toute la soirée, va également vous présenter un peu les 3 critères clés aussi d'investissement, enfin les arguments clés d'investir dans une de ces 6 entreprises. Et puis, il y aura une toute petite session questions-réponses. À cause du timing, on ne pourra prendre qu'une seule réponse, question du public. Donc, c'est à celui ou celle qui lève la main le plus vite et le plus haut. Et puis, il y aura aussi une question, puisque la soirée ce soir, et du coup, je dis coucou à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment, puisqu'elle est diffusée en direct. Parce que l'idée, c'est de la rendre la plus accessible possible à aussi toute notre communauté qui n'est pas à Paris. Et de pouvoir, eux aussi, du coup, poser leurs questions. Donc, vous aurez une question... Vous avez le Livestorm qui vous permet de voter pour la question que vous souhaitez que Julien pose aux entrepreneurs. Pour les personnes ici en physique, vous aurez la chance après d'aller dans ce qu'on a appelé le village Lita. Donc c'est vraiment cette économie vivante de l'impact positif qui est aujourd'hui incarnée dans chaque stand, où vous pourrez poser évidemment plus de questions aux pitchers que vous aurez vus sur scène pour approfondir un petit peu plus les échanges. Et le village, qui est un peu une nouveauté ce soir, c'est que vous avez également 7 entreprises qui malheureusement ne pitcheront pas ce soir, mais qui sont bien en levée de fonds actuellement sur l'ITA, pour aussi pouvoir les rencontrer, leur poser des questions. Et donc, il y a la Source Food School, il y a Dezio, il y a la foncière Emmaüs, il y a Vestia, il y a De Bonnes Factures, il y a Atelier Sarrazin, et pour finir, Label Emmaüs. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Et puis comme on est un peu en retard, c'est pas grave. Et j'accueille votre hôte de la soirée, Julien, cofondateur et COO de Lita.co. Bonsoir à tous et à toutes. Ravi d'être là pour la 15e. J'ai l'impression qu'on en a fait plus, mais pour la 15e édition. Voilà, ravi, ça matérialise un peu le sens de notre métier au quotidien, de vous rencontrer, vous, investisseurs qui sont prêts à participer avec votre épargne, votre patrimoine à la transition écologique et de contribuer à l'émergence d'entreprises qui répondent aux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, et également entrepreneurs qui nous inspirent au quotidien, pour qui toutes les équipes mettent l'énergie le matin pour bosser. Donc voilà, on est vraiment ravis de vous créer ce lien pendant cette soirée, de vous rencontrer. N'hésitez pas à aller solliciter toutes les équipes Lita. On est à disposition pour vous raconter les coulisses, notre métier, nos moments de joie, nos moments plus durs. N'hésitez pas, on est là pour vous et c'est vraiment un moment important. On est ravis. Merci d'être là aussi nombreux. Ça me rappelle qu'il y a 9 ans, on avait organisé notre première Pitch for Impact. C'était en 2015. Non, 8 ans, 2015. On avait eu du mal à rassembler une salle de moins de 100 personnes. D'ailleurs, je vois des personnes qui sont dans la salle qui étaient là il y a 8 ans. Merci pour la fidélité. Et là, maintenant, plus de 500 personnes inscrites. Il y a des gens en visio. On leur passe le bonjour. Là. Merci beaucoup pour votre confiance. On est vraiment ravis. Si on regarde un peu dans le rétroprojecteur, qu'est-ce qu'on a fait en 9 ans? Pour vous donner un peu quelques chiffres,
Je vais être assez rapide. L'idée, c'est vraiment de laisser la parole aux entrepreneurs. Je vais donner quelques chiffres pour que vous sachiez un peu ce qu'on a fait avec l'ITA. Vous expliquer rapidement le process de sélection, comment on analyse une entreprise, et ensuite je laisserai la parole. Peut-être une question avant. Qui a déjà investi sur l'ITA dans la salle? Si vous pouvez lever la main. Ah ouais, vous êtes des experts. Je peux lâcher le micro. Très très bien. Alors rapidement, l'ITA en 8 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin 9 ans, parce qu'en fait on a démarré avec Eva, on était étudiants, on a démarré avec une vision de vouloir révolutionner un peu la finance, permettre de créer un lien entre des épargnants qui recherchent du sens et des entrepreneurs qui cherchent des financements long terme. Au tout début, 2014, on ne parlait pas encore d'impact, on ne parlait pas de transition écologique. On nous prenait beaucoup pour des hippies, que c'était un oxymore de concilier performance économique et impact. Et en 9 ans, on a permis de financer 220 entreprises. On a permis d'orienter plus de 120 millions d'euros dans cette économie. On est présent en France, en Belgique, en Italie. On a également rassemblé, je pense que c'est la grande force chez l'ITA, une équipe de plus de 50 collaborateurs qui font vraiment la force, mettre le dynamisme au quotidien pour faire ce qu'on fait. Et surtout vous êtes plus 100 000 personnes qui nous suivent, 25 000 investisseurs qui sont actifs. Plus d'un tiers sont des femmes, c'est un montant assez important par rapport au ratio d'investissement classique dans l'épargne. Et surtout, nos investisseurs sont fidèles. On voit qu'ils investissent en moyenne 3 fois pour des tickets moyens unitaires de 1 500 euros. Donc voilà quelques données. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, 8 ans après, on peut parler de la performance des investissements et montrer et de prouver à ceux qui nous prenaient pour des hippies qu'on peut en effet concilier performance financière et impact. Parce que sur les 220 entreprises qu'on a investies, les investisseurs ont une maturité en moyenne de 3 ans, mais on peut vous dire aujourd'hui que sur les investissements en actions, on a réalisé 3 sorties positives pour un TRI moyen de 150%. On a 15% de taux de défaut sur les investissements en actions, c'est les plus risqués. C'est pour ça que ça vous ouvre généralement le droit à une réduction d'impôt de l'ordre de 25% sur le montant qui est investi. Et sur la partie obligataire, on a aujourd'hui un taux d'intérêt moyen de 6,5%, une durée moyenne de 4 ans et 2% de taux de défaut. Donc voilà, on a plutôt un portefeuille équilibré aujourd'hui, varié en termes de secteurs. Avec l'État, on peut investir dans l'énergie renouvelable, dans le textile, dans la consommation. On va avoir plusieurs boîtes aujourd'hui dans l'immobilier, dans le logement social, dans l'économie circulaire. Donc voilà, on a vraiment réussi à bâtir aujourd'hui une entreprise qui est stable, solide, avec une forte communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs et présent au niveau européen. Voilà un peu pour l'ITA. Le deuxième point qui est important pour vous, donc comment ça se passe sur l'ITA? Vous avez déjà investi, mais le travail qui est important et la valeur ajoutée qu'on a, c'est vraiment la sélection d'entreprises. En moyenne, je crois qu'on a dû recevoir plus de 5000 dossiers. On fait une première phase où on s'entretient avec les entrepreneurs, on les rencontre tous et toutes, celles qui vont arriver dans un premier screening. C'est à peu près 500 entreprises qu'on a pu rencontrer, interviewer. Et ensuite, on fait une due diligence où on va challenger les éléments financiers futurs, passés. L'équipe, qui est un élément clé de l'entreprise, c'est elle qui est le carburant de ces entreprises. On va analyser également des critères d'impact. On va engager et projeter avec l'entreprise quels sont les principaux indicateurs et comment on les projette sur le long terme. Interviewer des clients, des fournisseurs, les équipes. Et ensuite, on va soumettre une note à un comité d'investissement composé majoritairement de personnes qui sont indépendantes, donc qui ne sont pas internes à l'ITA, et qui vont, au sein de ce comité, dire oui ou non, ça correspond à la thèse d'investissement, et valider les conditions d'investissement qu'on va ensuite vous proposer sur la plateforme. Et ensuite, notre travail, c'est de rendre accessible l'investissement et de faire des dossiers qui sont assez pédagogiques, complets, pour permettre à des petits investisseurs qui vont réaliser un premier investissement de 100 € et qui ne sont pas forcément des ayatollahs de la finance. Et également, on a des investisseurs qui peuvent investir plus de 300 000 € qui lisent en détail et qui ont une expérience d'investissement. Voilà, notre enjeu, c'est vraiment d'être accessible et de démocratiser au maximum. Donc voilà, on est ravis, c'est tout beau, c'est bien ce qu'on a fait, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, si jamais on veut réussir la transition écologique, il faut investir près de 60 milliards par an en France. On sait qu'il y a 2 tiers des Français qui ont envie d'investir avec des critères d'impact. Malheureusement, les encours de la finance à impact, ça représente moins d'1% de l'épargne des Français. Donc on a mis de l'énergie, on a de plus en plus d'amis et de copains qui viennent sur l'impact, tant mieux. Mais on a encore plein de choses à faire.
Et on a besoin de vous. Donc n'hésitez pas à être cet effet colibri, en parler autour de vous, en parler à votre banquier pour lui dire mais comment il investit mon épargne, est-ce qu'elle est bien orientée vers des placements qui sont en lien avec mes valeurs. On vous conseille aussi de télécharger RIF, qui est une application un peu le Yuka de l'épargne. Voilà, on a besoin de vous pour aller encore plus loin, faire en sorte que l'ITA soit un investissement plus commun et plus grand public demain pour orienter ses finances vers la transition écologique et sociale. Et ben, je m'arrête là. Merci à tous. On va passer au pitch. Vous avez... Du coup, ils ont 5 minutes pour vous pitcher. Vous pouvez, normalement, vous avez des petits endroits pour prendre des notes. Et après, vous pourrez donc poser des questions. Malheureusement, j'en prendrai que 2. Mais après, bien sûr, il y aura le cocktail pour approfondir les échanges. Et du coup, hop, à vous de jouer. Merci. Bonsoir, salut à toutes, salut à tous. Je m'appelle Christian. Bonsoir, Colline. On vient vous présenter OMI. Donc OMI, c'est le leader et le pionnier de l'alimentation régénérative, né ici en France. Le problème, c'est notre alimentation, un tiers de notre gaz à effet de serre et d'autres choses problèmes de biodiversité, également d'hydrologie. Sur ce tiers, il y en a 75% qui viennent de l'amont agricole. Donc le sujet, c'est vraiment ce qu'on fait pousser et les techniques qu'on utilise pour le faire pousser. Gros enjeu. Du côté opportunité, on voit en fait, nous on dit que les consommateurs deviennent climatariens, donc ils donnent un sens au flexitarisme, c'est-à-dire que derrière notre alimentation, bien souvent, on va choisir d'enlever des produits carnés ou de les réduire, de manger plus de lentilles. Et ça, c'est un sujet hyper intéressant, et nous on pense que la combinaison des deux, le problème et l'opportunité, donne place à un beau projet qui est OMI. Ce qu'on a rencontré, pourquoi est-ce qu'on a créé OMI, c'est surtout qu'on a croisé des enjeux au niveau de notre alimentation, à la fois en tant que client et à la fois dans nos différents métiers. Je m'occupais de toute l'offre de Franprix auparavant, et ce que je pouvais voir et les problèmes qui en ressortaient, c'est le fait qu'on avait très peu de liens avec la partie de l'amont agricole. Donc on ne savait pas, on achetait des produits, mais on ne savait pas clairement quelles étaient les techniques qui étaient mises en œuvre. Et aujourd'hui, le problème de notre alimentation, c'est que par rapport aux critères que nous avons, le label bio aujourd'hui n'est plus suffisant pour se dire comment est-ce qu'on a une alimentation qui a un impact positif. Et le local n'offre aucune sécurité dans le sens où on n'a pas de cahier des charges qui est lié à un produit qui est dit local. C'est une dimension qui est géographique. Et donc, nous, on travaille aujourd'hui en agriculture régénérative. Donc, qu'est-ce que l'agriculture régénérative ? C'est une agriculture qui a un impact positif. C'est-à-dire qu'on va limiter les impacts et on va augmenter les externalités positives. Et qu'est-ce que c'est qu'une externalité positive ? C'est par exemple, Christian en parlait, créer de la biodiversité. C'est une meilleure gestion de l'eau. C'est la protection de nos sols. Parce que ce qui est plus important dans l'agriculture, c'est de pouvoir protéger nos sols qui nous nourrissent. Et c'est la clé de beaucoup de choses. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'alimentation, grâce à l'agriculture régénérative, ça devient une vraie solution au lieu d'être un problème. Donc, on en parlait auparavant, c'est que 75% de l'impact de notre alimentation, ça vient de l'amont agricole. Donc, comment on le fait pousser et ce qu'on fait pousser. Donc ici, c'est ce qu'on regarde. On a même beaucoup plus de farmers maintenant qui nous ont rejoints. C'est que pour pouvoir transitionner, il faut pouvoir agir sur deux choses. Donc c'est agir sur la protection de nos sols, c'est ce que vous voyez en bas, et c'est le fait de ne plus utiliser d'intrants. Mais cette transition, elle est risquée, elle est longue, et on est en train de la découvrir parce que c'est un nouveau type d'agriculture. Et aujourd'hui, il y a personne qui se préoccupe de se dire quelle est la transition possible, la voie possible, et quels sont les débouchés que l'on peut donner aux agriculteurs. Et bien, notre rôle, c'est de pouvoir les aider à transitionner. Donc, on a le cœur d'OMI, c'est une équipe d'ingénieurs agronomes qui sont sur le terrain et de pouvoir identifier quels sont les produits, ces ingrédients dont on doit avoir besoin pour constituer notre gamme et de pouvoir les faire transitionner.
Le projet aujourd'hui, c'est donc une très belle équipe. On est une petite cinquantaine. Ça fait 3 ans qu'on a lancé OMI, 2 ans qu'on commercialise des produits. On a réussi, comme Colline l'expliquait, à sourcer des ingrédients, les confier à des fabricants et à avoir plus de 230 produits à notre marque qu'on vend en direct aux consommateurs et aujourd'hui à travers des distributeurs également. Donc ça, c'est assez unique d'avoir une marque horizontale. Et on travaille avec un sous-jacent technique qui permet de collecter aux ingrédients les informations qui nous permettent de créer. Colline nous disait, elle a été patronne de l'offre chez Franprix. Moi, j'ai fondé plusieurs entreprises, dont une très belle dans l'économie circulaire, vestiaire collective. Benoît et Joséphine sont les 2 autres cofondateurs. Je vais un petit peu vite pour laisser de la place à la fin. On s'est lancé on a plus de 2000 commentaires sur le site internet et l'application. Les produits ont très très bien noté. On est champion du qualité-prix. Et les gens avec qui nous travaillons sont très contents d'avancer avec nous. Donc là aujourd'hui on a levé 15 millions d'euros qu'on a annoncé récemment. Donc le complément sur l'ITA en equity sert à faire rentrer dans le capital des agriculteurs, des fabricants et des clients, avec la volonté en fait de se dire qu'une société en 2023, quand elle se crée, elle prend toutes ses tierces parties. On l'a fait au fondement, on a choisi d'être équilibré en homme-femme dès le départ, de partir sur une bicorp. Et voilà. Et donc l'investissement principalement, c'est augmenter la gamme, développer le retail classique, donc la distribution partout en bas de chez vous, et la plateforme tech. Et nous avons fini. Merci Christian, Colline. Nous, les principales raisons, c'est 3 à résumer en synthèse. Bien sûr, c'est l'équipe. C'est une équipe avec de l'expérience, d'entrepreneuriat, des succès et aussi une vraie expertise métier. Donc forcément, on a envie de rejoindre, on fait confiance. Le deuxième, c'est qu'il y a une très belle traction commerciale en B2C et en direct. On a testé, moi je suis client, je vous conseille vraiment de tester l'expérience. Une fois qu'on est dedans, on n'a plus d'en sortir. Et le troisième, bien sûr, c'est un investissement d'une entreprise qui est en train de grandir, qui fait sa série A de 15 millions d'euros avec des investisseurs professionnels de renom qui ont une capacité de suivre. Donc c'est assez rare dans l'impact de pouvoir accéder au capital d'une entreprise à ce moment-là. On est ravis et ça montre aussi le fait d'ouvrir les portes à des citoyens, cette envie aussi dans l'ADN de l'entreprise de partager la valeur avec les différentes parties prenantes. On va prendre les questions. Alors si d'abord je commence à distance ou dans la salle? Peu importe. Allez, tenez madame. Bonjour et merci. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage la différence avec le bio? Parce que quand vous avez dit protection des sols, ne plus utiliser d'intrants, je n'ai pas vu tout le scope. Bien sûr. Alors il n'y a pas de différence parce qu'en fait on dit on veut aller au-delà du bio. Et il faut faire toujours attention. Le bio, je parle du cahier des charges de l'agriculture biologique, parce que comme on fait la dissociation en France, le bio et la bio, la plupart de on a 65% de la gamme qui sont en agriculture biologique, et les pionniers de l'agriculture régénérative venaient souvent du monde de la bio. C'est des gens qui avaient déjà pris en compte que le sol était fondamental, que l'arbre dans les cultures était fondamental, que la biodiversité alimentait la fertilité aussi des sols. Et donc, en fait, on est plus à travailler sur... Il faut ajouter des choses à ce qu'est les charges et de pouvoir, justement... Mais cette transition, elle est compliquée. Elle est plus longue que 3 ans. Elle dure plutôt 7 à 8 ans. Il faut voir les accompagner. On a besoin de valoriser cette agriculture-là et cette transition qui est plurielle. Parce qu'on a souvent tendance à parler qu'il y a une seule transition. Mais non, il y a plein de transitions. Et il faut pouvoir les valoriser à ces différents moments pour pouvoir les soutenir sur une transition qui est, comme je disais, de 7 à 8 ans. Donc c'est ça notre rôle et c'est ça ce qu'on met en valeur à travers chacun des produits. Dès que vous en avez un, vous avez toute l'histoire, vous avez les agriculteurs qui sont derrière, tout ce qui est en train d'être financé sur la partie du plan de transition, parce qu'on a rapidement dit, mais 1% de notre chiffre d'affaires est dédié à être reversé aux agriculteurs sur des projets agronomiques. Donc cette année, ça va être 65 000 euros qui va être redistribué chez différents agriculteurs sur des projets de transition, justement. Alors je vais prendre une question, malheureusement on est limité à une question en présentiel, une question pour les personnes qui nous suivent, mais je vous invite lors du cocktail. La question en live c'est quelle est la surface cultivée en hectares pour les produits OMI avec les producteurs avec lesquels vous travaillez?
Alors, j'ai botté en touche parce que j'ai pas le chiffre, dans le sens où elle est tout le temps en train d'évoluer, mais on a encore une toute petite partie en fait en termes de la surface agricole occupée, dans le sens où on est au début de la partie de l'onboarding des agriculteurs. Ça marche. Allez, je vais prendre la question de la dame. Bonsoir. Ma question, elle concerne le modèle économique. Quelle part de votre produit final est reversée à ceux qui produisent les éléments de base, aux agriculteurs donc? En moyenne, sur la partie d'un prix d'un produit, on va être aux alentours de 30% qui vont être reversés à la partie des agriculteurs. Mais ce qui est très important aussi, nous on le met en valeur, c'est la partie des fabricants et des transformateurs, qui en fait occupent un autre tiers. Et pourquoi c'est important? Parce que si on ne maintient pas en fait des fabricants sur le territoire français, on n'aura plus personne pour transformer les produits de notre agriculture. Et c'est pour ça qu'on insiste aussi bien sur les deux. Je vous ai mis une petite slide à l'écran, je me permets du coup, qui montre la transparence du prix, un truc assez unique que nous avons complètement développé. Et juste après, en fait, voici votre ticket de commande qui montre justement quand vous payez 60 et quelques euros, comment sont répartis en fait l'argent et ce à quoi vous contribuez. Merci beaucoup, on peut les applaudir. On va changer de secteur et on va accueillir GoSense, la technologie au service des personnes en situation de handicap. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes François et Hugues, deux amis d'enfance et cofondateurs de l'entreprise GoSense. Il y a 8 ans, nous nous sommes donné la mission de révolutionner la mobilité des personnes aveugles grâce à une technologie de son 3D unique au monde. Nous avons conçu Rango et Nour. Rango, c'est un petit produit électronique qu'on va venir clipper ou déclipper sur tout type de canne blanche et qui permet à nos utilisateurs d'éviter les obstacles et de s'orienter en ville. Nour, ce sont des écouteurs externes à l'oreille, Bluetooth et intelligents qui permettent à nos utilisateurs de percevoir les obstacles détectés en 3 dimensions tout en restant alertes à leur environnement. On parle ici de réalité augmentée sonore. Saviez-vous qu'une personne sur 5, donc environ 40 personnes dans cette salle, est ou deviendra déficient visuel au cours de sa vie? Donc 40 investisseurs assurés ce soir pour GoSense. Yes. Donc vous vous rendez compte, ça représente une grande part de la population. Et ça, c'est sans compter l'entourage des personnes déficientes visuelles qui sont aussi touchées indirectement. Perdre la vue, c'est très traumatisant et c'est souvent synonyme d'accident, de chômage pour 50% d'entre eux et de dépression pour 30% d'entre eux. Mais aujourd'hui, il y a Rango qui a déjà changé la donne pour 550 personnes en France, âgées de 7 à 85 ans. Et parmi ces 550 histoires, nous en avons choisi une, celle de Cathy. Cathy nous a accompagnés lors de notre passage dans l'émission sur M6 en février « Qui veut être mon associé ?» Cathy, elle était voyante jusqu'à l'âge de ses 28 ans. Et subitement, du jour au lendemain, en seulement quelques semaines, l'année de son 28e anniversaire, alors qu'elle attend son 2e enfant, elle perd la vue à cause d'une rétinite pigmentaire. Mettez-vous à sa place. Votre vie bascule. Du jour au lendemain, vous ne pouvez plus sortir seul de chez vous. Vous avez peur de l'accident. Vous avez peur de vous perdre. Petit à petit, vous perdez confiance en vous. Vous vous mettez même à déprimer. Et finalement, vous perdez même votre emploi. C'est très traumatisant. Et ça va durer comme ça pendant 22 ans. Pendant 22 ans, vous n'allez plus sortir seul de chez vous. Mais il y a Rango, heureusement. Un jour, certains de vos amis qui ont entendu parler de Rango à la télé vous en parlent. Vous décidez de l'acheter. Vous ne le savez pas encore, mais en simplement quelques jours, Rango va changer votre vie.
Et du jour au lendemain, vous vous remettez à sortir seul de chez vous. Vous vous sentez en sécurité. Petit à petit, vous reprenez confiance en vous. Vous retrouvez une vie sociale active. Aujourd'hui, GoSense, c'est 550 vies transformées. C'est 5 collaborateurs investis. C'est 43 actionnaires engagés, dont certains sont actifs dans notre comité stratégique. GoSense, c'est une solution, Rango et Nour, qui est déjà remboursée jusqu'à 100% en France. Et depuis quelques semaines, il est même remboursé en Belgique. Grâce à votre engagement, nous prévoyons d'ici 18 mois d'obtenir un remboursement par la Sécurité sociale en Allemagne, d'atteindre notre point mort, d'agrandir l'équipe, principalement concernant le développement commercial, d'impliquer notre communauté d'utilisateurs et les citoyens engagés à la réussite de GoSense, et enfin de changer la vie de 1000 personnes supplémentaires. Donc, vous l'avez compris, nous sommes devant vous ce soir pour vous inviter à prendre part à l'aventure. Notre campagne LITA a pour objectif de lever 300 000 euros, et ça s'inscrit en fait dans une levée de fonds qui est plus large, qui est une levée de fonds de 900 000 euros. Les 600 000 euros restants sont déjà sécurisés auprès de Fitrust, un fonds d'investissement impact, et d'investisseurs privés. Donc GoSense, c'est une entreprise sociale et solidaire, avec un impact social très rapidement mesurable, une avance technologique brevetée, un business model qui a fait ses preuves en France et qui est réplicable à l'international, et un potentiel marché important. Chaque semaine, nous organisons des ateliers de présentation de Rango, et sur 10 participants, nous avons à chaque fois 5 personnes qui décident d'acheter Rango à l'issue du test. Donc nous sommes prêts à nous développer, mais nous avons besoin de vous. Pourquoi l'ITA ? Parce que l'ITA s'inscrit complètement dans notre ADN, et nous pensons couvrir notre capital aux citoyens engagés, et pour nous une étape importante pour poursuivre notre mission, la mission de notre entreprise. Donc si vous aussi vous souhaitez participer à changer la vie des personnes aveugles comme Cathy, si vous aussi vous êtes convaincus comme nous que les nouvelles technologies peuvent résoudre des problèmes sociétaux, alors GoSense est l'aventure entrepreneuriale que vous attendiez ce soir. GoSense, l'innovation a du sens. Merci. Bravo. Merci à tous. Bravo, bravo, bravo. J'ai rien à dire. On a financé plusieurs entreprises dans la technologique au service de personnes handicapées. GoSense a vraiment des éléments clés pour avoir une capacité d'être diffusée et d'atteindre l'équilibre. Le premier point, c'est en effet la technologie, elle est brevetée et elle apporte une innovation sur un besoin qui est spécifique et qui est connu depuis bien longtemps. Vous êtes accompagné par les acteurs majeurs, du moins en France, l'association Valentin Aoui, qui est un acteur pionnier et qui a pignon sur rue pour les personnes déficientes visuelles. Une preuve de concept, il y a des personnes qui sont convaincues, qui sont engagées. Quand vous êtes passé sur Kingdom Associé, c'était assez émouvant. On voit qu'il y a vraiment un suivi et des tests aussi auprès d'autres communautés. Donc il y a aussi du chiffre d'affaires. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que vous avez la capacité à aller à l'étranger. Et en ayant un programme qui, aujourd'hui en France, en Belgique, est accompagné et remboursé, et on voit que vous avez la capacité aussi à aller chercher dans d'autres pays. Donc il y a la capacité de scaler qui est importante pour atteindre le point mort. Donc on y croit pour ces raisons. Et Fitrust est un fonds d'investissement qu'on connaît bien et qui les accompagne. On sera ravis de vous accompagner à leur côté. Je me permets juste de dire une chose, c'est que le président de l'association Valentin Aoui, Sylvain, investit et participe à la campagne de l'ITA. Comme d'ailleurs beaucoup de nos utilisateurs aussi. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions ? Patrick, je te connais, je prends l'autre question. Je te réserve la prochaine. Ah oui, pardon. Bonjour. Comment vous situez votre produit par rapport aux chiens aveugles ? C'est complémentaire, ça se substitue, c'est pour pallier le faible nombre de chiens disponibles ? Alors, c'est complémentaire, parce qu'aujourd'hui, les personnes aveugles qui ont un chien guide, donc on les appelle les maîtres chiens, elles l'utilisent au quotidien. Donc il y a un aspect, on va dire, social, il y a un contact avec l'animal, ce qu'on n'a pas avec Rango.
même si Rango, c'est quand même un bon compagnon de route. On va retrouver un trajet fluide aussi, comme avec le chien, avec Rango. Grâce à ce son 3D, on repère très facilement les sons dans l'espace, et donc on va avoir ce trajet fluide. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, en fait, un maître chien doit de temps en temps laisser son chien au repos. Alors, il peut être malade aussi, le chien, mais aussi en vacances. Et à ce moment-là, il n'est plus au harnais, et donc le chien le comprend, et il sait qu'il guide plus du tout son maître. Et donc là, à ce moment-là, ils doivent réutiliser une canne blanche. Et vous imaginez si pendant 20 ans, vous avez déambulé dans les rues avec votre chien et que tout d'un coup, du jour au lendemain, vous devez repasser à la canne. Franchement, c'est très perturbant. Et là, Rango marche. Et vraiment, nous, notre vision chez GoSense, c'est d'offrir de l'autonomie, de maintenir de l'autonomie même. Donc, toute personne qui avait déjà de l'autonomie, l'idée, c'est de prendre Rango pour maintenir cette autonomie. Et je rajouterais juste que malheureusement, en fait, éduquer un chien coûte très cher, entre 25 et 35 000 euros en fonction des chiffres qu'on peut voir, et que du coup, bien sûr, ce n'est pas les personnes elles-mêmes qui payent pour ça, mais du coup, forcément, il ne peut pas y avoir des chiens pour tout le monde. Est-ce qu'à terme, vous avez imaginé avec Rambo ou au sein de GoSense développer des solutions pour d'autres types d'handicap? Alors oui, parce qu'avec François, on est passionné. GoSense, c'est le go de l'innovation, c'est le go de la mobilité. Sense, c'est faire toujours quelque chose qui a du sens, mais aussi augmenter les sens de l'homme. Donc aujourd'hui, on augmente le sens de la vue par l'ouïe, mais il y a différentes choses qu'on pourrait faire, et notamment avec nos écouteurs intelligents, les Nour, c'est des nouvelles oreilles. Ça pourrait aussi aller sur le marché des appareils auditifs, par exemple. Merci beaucoup, bravo. Merci. Et on va accueillir Maud Sarda pour une petite présentation keynote de qu'est-ce que ça veut dire d'être un investisseur militant. Et je suis ravi de t'accueillir, Maud, parce que je pense que tu es sûrement l'une des plus fidèles entrepreneuses, et on est ravi d'accompagner la Label Emmaüs. Je ne sais pas à combien de campagne on en est, mais c'est ce que tu vas nous présenter. Merci. Bonsoir à tous. Alors désolée, j'ai bousculé un tout petit peu l'ordre du jour, j'ai une intervention après. Mais Clémence, qui travaille dans mon équipe au financement, elle est là, elle est dans un coin de la salle, elle pourra répondre à vos questions, parce que je devrais filer rapidement après cette interlude. Merci beaucoup Alita, à toute l'équipe pour cette invitation. Effectivement, ça fait quand même 7 campagnes qu'on fait ensemble, donc on commence à plutôt bien se connaître. Donc je suis pas là pour pitcher notre projet ce soir. J'en profite quand même pour dire qu'on est en campagne en ce moment. On est aux 3/4 de l'objectif, donc évidemment, je compte sur vous pour le dernier quart. Et je salue aussi les copains de la foncière Emmaüs en force. Ce soir, c'est chouette. Non, j'ai envie de revenir vite sur cette histoire justement des 7 campagnes et ce que ça raconte d'un mini parcours du combattant quand même en termes de levée de fonds et de l'importance que ça traduit en fait d'avoir des plateformes comme l'ITA et d'avoir sur cette plateforme des investisseurs comme vous et ce que ça veut dire. Voilà, chaque investissement sur chacune de ces campagnes, il y a tous les projets qui se développent évidemment, mais c'est autre chose aussi qui se fait, c'est on repousse un peu les limites de la finance classique et on essaie de créer ensemble une autre économie, et c'est pas toujours simple, centrée sur l'humain et la planète. On va pas se mentir, c'est pas vraiment gagné. Nous, on est en train de boucler une levée de fonds de 2 millions d'euros, plutôt péniblement après 7 ans d'existence. Et en même temps, Chine, peut-être que vous avez vu passer cette formidable nouvelle, vient de boucler une levée de fonds de 2 milliards d'euros. Avec tout ce qu'on sait de catastrophique dans leur modèle. Il y a moins de 1% de l'épargne en France qui est solidaire. Je crois que c'est 0,5%. Vous voyez, donc on a encore du chemin, on est un peu le petit arbre qui cache l'immense forêt. Pourquoi c'est si compliqué ? Pourquoi plus on a d'impact et plus c'est difficile de lever des fonds, surtout quand on est une coopérative comme Label Emmaüs. C'est pas vraiment une question d'impact, je vais vous donner quelques chiffres. Nous, on est une sorte, pour faire simple, de bons coins solidaires. Les compagnons, les personnes en insertion des structures de l'économie sociale et solidaire, partenaires, alimentent notre site
en produits qui sont issus des dons de la seconde main en France, livrés uniquement en France, dans des emballages récupérés pour la plupart. Un tiers de notre effectif est en insertion. On a créé une école, on forme des gens, on a formé plus de 1500 personnes éloignées de l'emploi, très peu qualifiées académiquement à ces nouveaux métiers, des métiers d'avenir dans le numérique. Le modèle économique, il est là, hein. Il y a 100 000 clients, il nous note 9,4 sur 10. Bon, c'est plutôt pas mal quand même comme taux de satisfaction. On est en croissance, même encore aujourd'hui, alors que ça va pas toujours si bien pour quand même le commerce en général. Donc c'est quoi le souci ? Non seulement on est dans l'impact, mais en plus on est une coopérative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre capital, ce sont des parts sociales, ce ne sont pas des actions. 100 € un jour, 100 € toujours, quelle que soit notre valeur, notre croissance dans l'avenir. Le pouvoir, il est le même pour tout le monde, quelle que soit la part de capital que vous avez. Un sociétaire égale une voix, un fonctionnement extrêmement démocratique, mais très à l'inverse, évidemment, de ce qui se pratique dans la finance habituellement, évidemment, et jusqu'à aujourd'hui. Donc ces campagnes, en fait, elles ont été tout un parcours pour essayer de repousser à chaque fois, d'expérimenter les règles classiques de l'investissement. On a commencé avec la fleur au fusil par une campagne en parts sociales où on proposait simplement de prendre des parts de notre capital avec une déduction fiscale et puis c'était tout. On s'est vite fait arrêter par l'autorité des marchés financiers à l'époque qui estimait qu'on mentait aux petits porteurs et qu'on n'était pas autorisé à faire ça. Et on a commencé à tester d'autres choses. On a fait du titre participatif avec de l'intérêt. Et puis l'ITA a été agréé par l'autorité des marchés financiers et on est reparti en campagne sur des parts sociales. Les montants augmentent un petit peu, tranquillement, d'année en année. Ça reste modeste tout de même comme somme de... Mais il y a quelque chose qu'on fait, c'est que vraiment on invente, et ça prend du temps. On essaie de changer les règles d'un système, et ça aussi, ça prend du temps. Et c'est parce que vous mettez 1 euro, plusieurs euros sur les campagnes sur cette plateforme que vous inventez aussi une autre finance et une autre économie. Donc vous n'avez pas besoin de devenir, vous êtes déjà des investisseurs militants. Merci pour ça. Je sais pas si je prends des questions. Non, c'est bon. Ok, ça marche. Et pour la petite histoire avec l'AMF, c'est que quand on a lancé la première campagne, les parts sociales n'étaient pas inscrites dans l'agrément. On était déjà agréé depuis 2015 et quand on a lancé les parts sociales, l'AMF ne savait pas la différence entre une part sociale et une action. Et du coup, avec Label Emmaüs, Maud, l'ITA et Finansol, on a réussi à faire évoluer le texte réglementaire de l'AMF pour que les parts sociales soient éligibles au financement participatif. Et donc depuis, grâce à Label Emmaüs, on a pu financer Label Emmaüs plusieurs fois, comme vous pouvez le voir, mais aussi d'autres coopératives comme Enercop, comme Cellcop, comme Wincop que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Et merci à Maud, bonne autre intervention. Et comme elle l'a dit, vous pouvez boucler sa levée dès ce soir. Et donc les prochains, c'est Marguerite. Gaël, je crois que j'ai mis ton micro ici. Voilà, super. Bienvenue. Bonsoir. Alors, je vais vous parler d'un sujet dont on parle très peu. La moitié de l'humanité a ses règles pendant près de 40 ans, et pourtant en 2023, le sujet est encore tabou. Dans un monde idéal, les femmes devraient toutes avoir accès à des produits menstruels sains. Elles devraient bénéficier d'une information complète sur cette question des règles, et elles devraient même pouvoir en parler sans honte. Les hommes aussi, d'ailleurs. La plupart des marques profitent de ce tabou et ne donnent même pas la composition de vos tampons et vos serviettes. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, hein, mais ce n'est pas écrit sur les emballages. Donc, ah zut, j'ai un trou. Le gros trou. Ouais. Donc, pourtant, dans la vie d'une Française, elle dépense 3 à 8 000 euros pour ses produits de première nécessité. Et ce qui est fou, c'est qu'elle paye ce prix avec des produits qui sont potentiellement toxiques et assurément polluants. En 2018, il y a une étude de l'ANSES qui est parue sur la composition des tampons et des serviettes, et ils ont retrouvé des produits nocifs
tels que des perturbateurs endocriniens, des dioxines, des phtalates, mais aussi du glyphosate, par exemple. Pourtant, ces produits sont au contact d'une muqueuse, l'une des muqueuses les plus perméables du corps. Au-delà de ce tabou sur la composition, il y a aussi le tabou sur l'impact écologique. Je ne sais pas si vous savez, mais un paquet de serviettes classiques, c'est l'équivalent de 5 sacs en plastique. Il y a 45 milliards à peu près de serviettes jetées par an dans le monde. Ça fait partie, c'est le 6e déchet retrouvé par Surfrider Foundation quand ils font des nettoyages de plage. Et en plus de tous ces tabous, on a le tabou de la précarité. Les dernières études montrent qu'en France, la précarité menstruelle touche 4 millions de femmes. Ça veut dire 4 millions de femmes qui n'ont pas les moyens de se payer suffisamment de produits menstruels pour vivre dignement leurs règles. Alors moi, j'ai décidé de m'attaquer à toutes ces inégalités et j'ai inventé le concept de distributeur de mise à disposition gratuite, donc en libre service, de tampons et de serviettes, sains et respectueux de l'environnement. Donc avec un modèle grande capacité pour les collectivités, un plus petit et plus compact pour les entreprises, les bars, les restaurants. Et puis on sort un tout nouveau modèle, tout petit, un petit kit d'accueil pour les hôtels. Pour être sûr en fait que les produits soient avec un réel impact, on a pris les produits les plus consommés en France, les serviettes, les tampons avec applicateur et sans applicateur. Pour être sûr de la composition, je suis super fière d'avoir réussi à obtenir un contrat d'exclusivité avec le leader mondial, Natraker, leader mondial des produits menstruels sains et sans plastique. Ensuite, pour avoir une plus grande facilité de remplissage des distributeurs et pour garantir une hygiène maximum pour les utilisatrices, j'ai inventé un système de recharge qui se glisse dans les distributeurs et c'est un modèle qui est breveté. Pour parfaire tout ce modèle-là et pour avoir vraiment un modèle 100% éco-responsable et solidaire, toutes les commandes sont conditionnées et expédiées par des personnes en réinsertion professionnelle de l'APF entreprise. Alors, depuis que j'ai lancé les distributeurs, ça marche très très bien. Pourtant, c'était un produit qui n'existait pas. Donc, j'ai inventé un produit qui a lancé un marché. En 3 ans, on a multiplié notre CA par 30. On est présent dans plus de 1500 établissements, collèges, lycées, universités, mais aussi des mairies. On a une centaine de mairies. Et avec Capsule, le plus petit distributeur, on est déjà dans 250 entreprises ou grands groupes tels que LVMH, Hermès, les Galeries Lafayette, Decathlon, Leroy Merlin, etc. Alors, depuis que j'ai lancé cette aventure, me suis lancée dans cette aventure entrepreneuriale, je dis toujours que j'ai l'impression d'être dans un TGV décapotable. Alors, pourtant, ce TGV, on m'avait dit dès le début que j'aurais aucune chance statistiquement d'y monter. Je faisais pas partie du monde entrepreneurial. J'étais orthophoniste en neurologie, en cancérologie. Et j'étais une femme, et en plus, je parlais d'un sujet super tabou. Donc, c'était pas gagné d'avance, mais pourtant, au bout de 5 ans, je suis encore là. Marguerite et compagnie vient de finir sa première phase de financement avec Inco Venture, France Active et Natraker qui vient de rentrer au capital. Donc là, je vous propose de rejoindre cette entreprise solidaire reconnue d'utilité sociale et ensemble, on va pouvoir changer les règles. Bravo. Bravo et bien rattrapé. C'est dur le trou, bravo, bravo. Y a vraiment une position de leader, de précurseur. Et ce qu'on a beaucoup aimé chez Marguerite, c'est qu'en plus vous avez une action de pédagogie, de sensibilisation sur un sujet qui est tabou, qui apporte beaucoup de précarité. Donc au-delà d'une entreprise, vous avez fait aussi beaucoup de travail de sensibilisation. Oui, alors dans le trou, il y avait ça notamment, effectivement. Ah bah. Parce que j'estime que si on installe un distributeur sans en parler, on n'a fait que la moitié du chemin. Donc on est les seuls acteurs du secteur à proposer aussi des actions de sensibilisation auprès des collectivités comme des entreprises pour que ce tabou recule enfin. Et ce positionnement vous permet d'être très bien référencé auprès des acteurs publics. On le sait, c'est long de commercialiser, mais là, aujourd'hui, vous avez la preuve de concept avec des milliers d'établissements. Et une fois qu'on a passé un premier pied dans la porte, ensuite, ça risque, et on l'espère, de dérouler. Et le troisième point, c'est qu'avec ce type d'acteurs, c'est souvent, et votre modèle, c'est des modèles de revenus récurrents. Donc une fois qu'on est installé, généralement, on y reste pour plusieurs années, ce qui sécurise les revenus pour l'entreprise à l'avenir. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui, bonjour. J'aimerais savoir qui paye en fait, qui sont vos clients.
Alors, ce sont les institutions elles-mêmes ou les entreprises. En fait, pour le modèle économique, il faut aussi imaginer le modèle du papier toilette. Les entreprises ne demandent pas aux salariés ni les collectivités de venir avec votre papier toilette dans votre sac à main, mais ils installent gratuitement des distributeurs muraux avec du consommable. Nous, c'est exactement la même chose. C'est aussi simple. Et la question en ligne, d'un point de vue écologique, en quoi vos produits ont un impact positif sur la planète par rapport à des produits plus classiques ? Eh bien, c'est des produits qui sont 100% biodégradables et vraiment zéro plastique. Donc, c'est les seuls produits au monde qui aient ce niveau de certification. Les applicateurs sont en carton, il y a vraiment zéro plastique. Merci beaucoup. Bravo. Si je dis pas de bêtises, c'est Maxime Deslois, c'est ça ? Et François. Est-ce que vous avez un micro ? Ah, c'est là. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi c'est Maxime Pavlak, je suis cofondateur et président des Lois. Et François Morey, cofondateur et directeur général. Voilà, comme on avait 5 minutes de pitch, on s'est dit que j'allais le faire et que François me rejoindra pour les questions. Voilà, on a mis aussi l'équipe parce qu'on a une super équipe qui est derrière nous ce soir. La problématique qu'on adresse, c'est la question de la transmission des fermes. Aujourd'hui, en France, il y a un tsunami de transmission qui est devant nous puisqu'il y a 200 000 fermes à transmettre dans les 10 ans, ce qui correspond à la moitié des fermes françaises. La problématique aujourd'hui, c'est que la sociologie des candidats a beaucoup changé. Ça ne se fait plus en intrafamilial. Il y a plus de 50% des candidats à l'installation qui sont non issus du milieu agricole, c'est-à-dire que leurs parents n'étaient pas agriculteurs. Et ces personnes-là, leurs attentes, elles ont changé. Ils veulent aller, et c'est une bonne nouvelle, de plus en plus vers l'agroécologie, vers l'impact, l'agriculture régénératrice. Mais ils cherchent aussi des productions différentes, des pratiques et des tailles et des prix différents, parce qu'ils vont devoir acheter leur ferme. Aujourd'hui, globalement, l'écosystème agricole ne sait pas gérer cette dichotomie entre une offre de ferme qui est très nombreuse, mais qui ne correspond pas aux attentes de ces candidats à l'installation. Et la conséquence, c'est que vous avez environ une ferme sur 2 qui va partir à l'agrandissement dans les 10 ans. Ça veut dire qu'on va perdre tous les ans 10 000 agriculteurs et 100 000 agriculteurs en 10 ans. La réponse qu'on apporte chez Eloi à cette problématique, c'est de réadapter en fait ces fermes en transmission aux attentes de ces candidats. On voit passer beaucoup de fermes qui rejoignent notre plateforme chaque mois. Aujourd'hui, on en a à peu près une centaine qui sont étudiées et rejoignent notre pipe de fermes en transmission. Et on connaît bien les candidats à l'installation, puisqu'on a plus de, maintenant, c'est 1700 candidats qui sont inscrits, qu'on connaît. On a échangé avec tous ces candidats, et on les connaît, et on sait ce qu'ils veulent faire. Et on voit que les briques de Tetris, là, ils ne correspondent pas. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent faire, eux, ne correspond pas aux fermes en transmission. Donc nous, on va aller voir les cédants en amont de leur transmission. Donc on a un rôle très amont d'aller les conseiller sur le fait qu'ils peuvent réussir leur transmission vers un jeune, ce qu'ils veulent pour la plupart. Et pour réussir cette transmission, il faut réfléchir à une transmission au-delà de la reprise à l'identique. Et on va les aider à réfléchir à un changement de la production. Par exemple, une ferme en bovin-lait va pouvoir évoluer selon les bâtiments, le foncier, les terres, les caractéristiques vers, par exemple, un autre élevage, de l'élevage caprin, de l'élevage ovin, pour lequel il y a plus de candidats. Ça peut évoluer aussi vers des cultures. On peut aussi envisager d'adapter le périmètre de transmission, retirer une partie qui va être transmise, reprise en partie par un voisin, mais garder le reste pour installer un jeune. On va aussi l'aider à diversifier sa ferme. S'il ne part pas tout de suite à la retraite, il peut installer autour de lui, s'il a des bâtiments et des terres disponibles, un autre agriculteur qui va accueillir sur sa ferme, par exemple un maraîcher, qui va reprendre une partie des terres, une partie des bâtiments, recapitaliser la ferme et s'installer à ses côtés. Et une autre manière d'arriver à cette finalité qu'on appelle, nous, une grappe de ferme, qui en fait est l'idée que sur une ancienne ferme en transmission, vous installez plusieurs repreneurs qui sont complémentaires et proches voisins. Ce n'est pas un collectif, une association. Ils sont chacun chez eux, en fait. Ils vont avoir des productions complémentaires. Par exemple, il va y avoir un éleveur, il va y avoir des cultures, il va y avoir du maraîchage. Et on va permettre la reprise d'une ferme qui était auparavant trop chère, trop grande, inadaptée, en 2 ou 3 ateliers très complémentaires. Cette solution-là qu'on a inventée, elle a été primée par le monde agricole l'année dernière par 2 grands salons et on en est super fiers. On est une société orientée
vers l'impact, impact native comme on dit, c'est-à-dire qu'on est une société à mission. Et pourquoi on agit dans le monde agricole avec François, alors qu'on vient d'univers différents, c'est parce qu'on est convaincu que c'est un élément régénératif massif. On est piloté par un comité de mission et tous les gens qui s'installent signent une charte d'engagement agroécologique. Notre modèle de déploiement, c'est d'aller vers des coordinateurs qui sont des indépendants pour agrandir rapidement notre impact. Notre ambition, c'est de faire 1000 fermes par an dans 5 ans. Et donc, il faut mailler le territoire. On a déjà 15 coordinateurs qui nous ont rejoints. Et ces personnes-là vont pouvoir agir sur le territoire encadrées par nos équipes. Le business model, ça va être que toute personne active sur notre réseau va générer un revenu avec un sous-jacent qui est la transaction agricole. C'est-à-dire que nous, le revenu, c'est le cédant qui, on va aider à transmettre sa ferme. Et sinon, il n'aurait pas trouvé de solution de transmission. Il serait parti à l'agrandissement, comme je vous disais. On va l'aider à trouver une solution et il va avoir la place du coup pour nous payer une commission. La grosse différence, c'est qu'on aura fait cette étude en amont pour l'aider à rendre possible sa transmission. Et chaque coordinateur actif qui utilise nos méthodes, notre réseau, il va nous générer un revenu récurrent. Par ailleurs, on aura des apports d'affaires complémentaires. Voilà, je vais très rapidement vous partager le fait que le pipe en entrée, c'est-à-dire le nombre de fermes qu'on rentre tous les mois, est en explosion depuis le mois de novembre à peu près. Donc c'est très récent. Aujourd'hui, nos enjeux, c'est pas non plus de recruter des candidats, on en a beaucoup et régulièrement qui s'inscrivent, c'est plutôt d'accompagner cette croissance et d'onboarder de plus en plus de coordinateurs pour lesquels on a là aussi beaucoup de candidats. L'ambition de la levée, c'est de sécuriser notre point de rentabilité qui sera atteint en 2024 en termes de nombre de fermes. Et on a déjà un tour qui est bien avancé puisqu'on a trouvé un lead sur le tour de table. C'est un tour de 2 millions d'euros en equity. Mais on a besoin de vous encore puisque l'ITA, on est en train d'atteindre l'objectif qui est 500 000, mais on a de la place pour lever un peu plus et sécuriser et accélérer encore plus cette transition. C'est maintenant que ça se passe, la transmission et la transition des fermes. Je vous remercie. Bravo. Comme Maxime vient d'expliquer, c'est un enjeu fort et je pense que vous devez être sensibilisé au sujet de l'urgence de trouver une solution pour nos agriculteurs qui partent à la retraite et la transmission. Eloi apporte une solution clé en main et innovante et unique sur le marché pour que, 1, on réponde à ce problème-là en digitalisant et 2, qu'on n'emmène pas toutes nos fermes sur de l'agrandissement en ne pouvant pas favoriser l'agroécologie. Donc proposition de valeur très forte. L'outil est bien déployé, il est pensé, c'est notamment grâce à une équipe de dirigeants qui ont une expérience, bien que ce ne soit pas du monde agricole, de l'expérience d'entrepreneuriat dans le monde digital. Et donc on a une confiance sur emmener une entreprise digitale qui arrive sur un secteur qui n'est pas du tout à réussir cette transformation et d'accompagner les différentes parties prenantes pour réussir. Et bien sûr, on voit que le pipe est grandissant et que la connaissance et la notoriété des lois dans l'écosystème ne fait que se développer. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Bonjour, merci beaucoup. Quel est votre co-investisseur, le groupe, votre investisseur lead, le groupe Constellation ? Alors Constellation, c'est en fait c'est un peu étonnant parce que c'est une société à la base d'IT et de digital qui maintenant a décidé de faire sa rupture transformative pour aller vers la régénération. Donc le fondateur dirigeant, c'est une PME familiale, hein. Le fondateur a fait la convention des entreprises pour le climat. Il a décidé de retourner complètement son business model et y compris avec l'ensemble de ses parties prenantes d'aller vers le régénératif. Et ils se sont dit, on ne pourra pas le faire qu'à travers le digital et l'IT. Et donc, il faut qu'on trouve des secteurs réellement régénératifs. Et il a la même conviction que celle qui nous a porté à fonder Eloi, c'est que l'agriculture est un secteur qui peut réellement stocker du carbone, régénérer la biodiversité, réparer nos réserves d'eau, si on s'y prend bien. Et donc, c'est pour cette raison, en fait, qu'ils ont décidé d'investir 20% de leur EBE. Donc, eux, ils font 20 millions d'euros par an de BE. Et ils en investissent 20% dans le régénératif. Et Eloi est leur premier investissement qui leur permet d'aller vers le secteur agricole avec l'ambition demain d'apprendre ce métier et d'investir ou d'acheter d'autres structures qui vont vers cette régénération. Question en ligne pour comprendre la différence entre vous et Terre de Liens.
Oui, on est très complémentaires avec Terre de Liens. Terre de Liens, du coup, a une action surtout de financement de l'acquisition, enfin financement du foncier via l'acquisition par une foncière et la mise en location en bail rural environnemental. On a fait quelques choix qui sont assez structurants par rapport à Terre de Liens. Terre de Liens aujourd'hui n'opère que sur le bio. Alors on a eu la première intervention aujourd'hui qui a posé aussi toutes les limites du bio et qui avait tout un pan de l'agriculture régénérative qui ne se retrouvait pas dans le bio. On a fait le choix avec Éloi, d'opérer vraiment sur ce sujet d'adéquation entre la demande et l'offre de ferme et surtout d'être beaucoup plus ouvert à toutes les composantes de l'agroécologie aujourd'hui parce que le bio, ça représente malheureusement encore aujourd'hui qu'une portion infime de ça et nous, on veut avoir un impact qui est le plus large possible. Merci beaucoup, bravo. Et à la déferlante. Bonsoir. Bonsoir. Qui connaît la déferlante ? Bon, pour celles et ceux qui connaissent déjà, on compte sur vous pour convaincre vos voisines et voisins d'investir. Je suis Emmanuelle Josse, je suis cofondatrice et rédactrice en chef du média La Déferlante. Et moi, je suis Déborah Benzimra et je suis directrice du marketing et du développement à La Déferlante. Alors, La Déferlante, c'est un collectif, une équipe qui est beaucoup plus large que ce qu'on est là aujourd'hui sur scène. Ça a été créé par 4 femmes qui viennent du monde des médias et de l'édition. Marie Barbier, Lucie Geffroy, Marion Pilas et Emmanuelle Josse, qui est ici présente ce soir avec nous. C'est aussi une équipe aujourd'hui de 9 salariés, qui est une équipe solide, pleine de talents, dans des domaines divers comme le journalisme, la communication, le marketing et le digital. La Déferlante, ça s'est créé dans le contexte de la vague post-MeToo. On a voulu contribuer à cette prise de conscience collective en créant un média qui allait travailler à l'avènement d'une société plus féministe, d'un monde plus inclusif, plus équitable. Donc c'est un média qui raconte les révolutions féministes en donnant des clés d'analyse et de compréhension et en donnant envie aux gens de prendre part à ces immenses bouleversements intimes et sociaux. Alors, La Déferlante, en 2 ans, est devenue le média de référence sur les questions féministes et les questions LGBT+. Aujourd'hui, elle se décline sur 3 supports principaux. Le premier, c'est celui-ci, c'est celui que j'ai en main. C'est une revue trimestrielle qui est sans publicité et qui a une très grande exigence éditoriale. On porte la voix de plein de personnes différentes, des journalistes, des universitaires, des militantes, des artistes. C'est aussi une newsletter qui est envoyée tous les 15 jours avec un contenu spécifique qui reste gratuit afin de rester accessible à toutes les personnes en fait, qui s'intéressent au sujet qu'on porte. Et enfin, ce sont des événements qui prennent la forme de débats, de rencontres, de fêtes partout en France, afin que notre communauté se rassemble, dialogue, échange des idées. En 2 ans, on a construit un modèle économique solide qui repose sur des sources de financement diversifiées. La Déferlante, en 2022, c'est 730 000 € de chiffre d'affaires qui viennent essentiellement de l'abonnement et des ventes en librairie. Aujourd'hui, on en est à 10 000 abonnés payants à la revue, après 10 numéros publiés, 30 000 personnes inscrites à la newsletter dont parlait Déborah, 60 000 exemplaires de la revue vendus en librairie depuis le lancement, et enfin une forte notoriété sur les réseaux sociaux, avec 55 000 followers et followers sur Instagram notamment. Notre audience, c'est celle dont rêvent tous les médias traditionnels parce que c'est une audience jeune. 52% de nos lectrices et lecteurs ont moins de 34 ans. Ce sont essentiellement des femmes, mais aussi de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à la reconfiguration des relations femmes-hommes à l'ère MeToo. Alors, quels sont nos objectifs d'ici 2025 ? Eh bien, c'est de continuer à faire grandir notre communauté. On cible 17 000 abonnés pour 2025. Alors sachez que depuis le lancement de La Déferlante, tous nos indicateurs sont verts tout le temps et on compte bien continuer comme ça. Ça se vérifie encore au premier semestre 2023 puisqu'on a déjà atteint l'objectif qu'on s'était fixé sur l'année complète qui est d'atteindre 11 000 abonnés. Alors comment arriver à ces objectifs ? Eh bien, nous avons un besoin d'investissement de 800 000 € qu'on va répartir sur 3 ans.
D'abord, il y a cette levée de fonds qu'on fait grâce à lita.co à hauteur de 400 000 €. Alors sachez que la Déferlante est une entreprise solidaire de presse d'information et cela ouvre un avantage pour nos investisseurs qui est une défiscalisation du montant investi à 50%. On a deux autres sources de financement, 150 K en subvention et 250 000 € en prêt bancaire, qui sont des financements qu'on a d'ores et déjà obtenus. Alors nous souhaitons, avec cet argent, développer notre projet éditorial en publiant davantage d'enquêtes, en publiant des livres 3 à 5 par an, dans la continuité de la réussite de notre premier livre qui est sorti en avril 2022 et qui est un succès critique et économique. Nous allons renforcer notre équipe éditoriale et technique en embauchant notamment des profils de journalistes. Et enfin, nous allons refondre complètement notre écosystème digital afin de laisser avoir en fait, la richesse de nos contenus sur le numérique et d'en créer de nouveaux, notamment des vidéos pour les réseaux sociaux. Autour de la Déferlante, on a réussi à fédérer un comité de soutien composé de personnalités prestigieuses, parmi lesquelles la prix Nobel Annie Ernaux, le philanthrope Olivier Legrain ou encore l'écrivaine Virginie Despentes. Et c'est justement avec les mots de Virginie Despentes que j'aimerais conclure. Dans le numéro 8 de la revue, elle disait « Il va se passer quelque chose et ce sera collectif et on espère que ce sera grâce à vous. » Merci. Merci. Bravo. Je vous recommande, et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez convaincu le comité, c'est vraiment la qualité éditoriale et des produits. C'est vraiment une revue qu'on a envie de garder, conserver, passer, diffuser, de très grande qualité éditoriale et aussi ce qui est intéressant, c'est que ça permet à des gens de se faire un avis. C'est toujours un avis pour, contre, avoir différentes opinions et d'aborder cette question du féminisme et questions LGBT de manière ouverte et de faire rentrer suite aussi, c'est un momentum d'impact sur les questions qu'il y a eu avec le mouvement MeToo à un bon moment et un endroit où on peut en discuter et se faire son avis. Le deuxième élément, c'est qu'au-delà des produits, c'est aussi vous faites vivre cette communauté à travers des événements. Je vous invite aussi à y aller, c'est assez incroyable l'enthousiasme et la déferlance qu'il y a autour de vous. Et aussi, troisième point, c'est assez rare, normalement on a plutôt des BP qui sont très ambitieux et qui nous vendent du rêve. Là, on est plutôt à l'inverse, on a un BP qui est toujours dépassé. Le prix Honnel est dépassé et on est au-delà des attentes financières et d'activité. Donc, dans 3 ans, c'est 17 000 abonnés. On en a déjà quasiment 12 000. On est sûr que on va être sûrement un peu plus dans quelques années. Et le dernier point qui est intéressant, c'est que l'ITA est un très bel outil de financement pour des acteurs de la presse. Ça permet de garder une indépendance. Et notamment pour favoriser l'investissement dans la presse des citoyens, vous avez une réduction d'impôt qui va jusqu'à 50% si vous investissez dans la Déferlante jusqu'à un montant maximum de 6 000 € de réduction d'impôt. Est-ce qu'il y a des questions? La première est toujours dure. Oui? Merci. Vos chiffres sont très encourageants, mais vous inscrivez dans un écosystème dans lequel il y a 2 difficultés majeures. Les MOOC se vendent de moins en moins. On avait été habitué au MOOC via la revue 21 et qui a connu une difficulté. Et 2, vous prenez finalement le relais du magazine historique féministe en France qui était Cosette et qui a plutôt des chiffres en baisse. Comment vous voyez cet univers-là se développer autour de vous? Est-ce que vous voyez des signes positifs ou négatifs? Je dirais que les chiffres qu'on propose sont les signaux positifs du fait que déjà il est possible de se maintenir en librairie avec des chiffres constants. On en est en moyenne à 5000 exemplaires vendus et ça ne décroît pas depuis 2 ans. Là aussi, ça va contrecarrer tout ce qui est un peu prévu dans ce secteur des MOOC. La deuxième chose, c'est que le positionnement de Cosette est un peu différent. Ça, c'est un magazine qui s'est
qui s'est créé bien avant MeToo et qui s'est toujours défini davantage comme un féminin que comme un féministe. Et on arrive à un autre endroit probablement de ces bouleversements sociaux, avec justement une jeunesse notamment qui s'intéresse et qui s'engage très fortement sur ces questions-là, avec des besoins en ressources explicatives, en ressources théoriques, en diversité de formats aussi, en sentiment d'engagement, qui sont un positionnement un peu différent de celui-ci. Alors, question en ligne. Quelles alternatives complémentaires aux médias papier dans un contexte de crise du secteur? Vous y avez en partie répondu, mais... Quelle alternative, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service que vous proposez à vos lectrices, lecteurs, au-delà du média papier? Alors, il y a tout ce qu'on va faire sur le site internet. Donc j'en ai parlé un petit peu. On va refondre notre écosystème digital. Donc ça passe par une refonte complète du site, donc avec une version numérique de la déferlante. Pas mal de formats aussi qui vont arriver sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, en vidéo, pour aller toucher en fait des gens encore plus jeunes qui vont s'intéresser au sujet dont on va parler, et puis surtout les événements en fait. Et ça, je pense que c'est un des éléments qui est extrêmement différenciant de ce que peuvent faire Cosette ou Revue 21, c'est que nous, on déploie une énergie folle à aller rencontrer les gens là où ils se trouvent, d'aller les voir, pas plus tard qu'hier, Emmanuel était à Caen, on fait des rencontres en librairie partout en France, on fait pas mal d'événements dans des théâtres, on a invité un petit peu partout, donc toute la partie événementielle aussi va prendre beaucoup d'ampleur dans les prochains mois. Très bien, merci beaucoup, bravo. Je crois qu'on est déjà arrivé au dernier. Wadi, bienvenue pour Tolv. Bonjour, bonsoir, enchanté, Wadi Maninou, je suis l'un des cofondateurs de Tolv et je suis ravi d'être présent devant vous. Alors je suis accompagné de Sylvain, mon cofondateur qui est derrière, on sera juste derrière pour pouvoir parler. Donc je suis ravi d'être là, de vous présenter notre société Tolv, que vous avez peut-être connue sous le nom de Phoenix Mobility il y a encore quelques années, il y a encore quelques mois. On a changé de nom en septembre, après 3 ans de développement, puisqu'on a été créé en 2019, sur un secteur qui était nouveau, qui était récent, qui était le secteur du rétrofit. Alors, on est aujourd'hui l'acteur de référence et on a fait partie des pionniers du secteur du rétrofit, qui est tout simplement la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques. Pourquoi est-ce qu'on est l'acteur de référence? On est l'acteur de référence aujourd'hui puisqu'on a réussi à industrialiser notre solution, à l'homologuer et à être les premiers à avoir pu la commercialiser et à la mettre sur la route. Et on a été les pionniers puisqu'il y a maintenant 3 ans et demi, on a été toqué aux portes des parlementaires et des sénateurs pour faire évoluer une réglementation majeure qui a permis l'homologation de ce type d'activité dont on bénéficie aujourd'hui et qui nous permet de pouvoir opérer. On est implanté à Grenoble, près de Grenoble, on est une 30aine de collaborateurs à peu près. On a réussi à monter un outil productif qui nous permet aujourd'hui de pouvoir livrer nos premiers véhicules officiellement convertis à l'électrique à nos clients, qui sont des clients B2B ou publics. Je vais y revenir. Et on est une boîte, une société à mission, vous allez me dire classique, mais on l'est depuis notre création. Et on l'est depuis notre création puisque notre mission a toujours été de rendre la mobilité plus propre et plus accessible. Et nous avons eu l'intuition, il y a maintenant 4 ans, que cette solution et ce concept de rétrofit pouvaient répondre à un enjeu majeur qui était l'enjeu d'électrification ou de passage de la flotte de véhicules thermiques qu'on a aujourd'hui sur la route en véhicules électriques ou véhicules propres. Alors, qu'est-ce que le rétrofit? Très brièvement, pour ceux qui n'auraient toujours pas encore visualisé, c'est le concept très simple et basique de conversion d'une motorisation thermique en une motorisation électrique. On ne vient pas faire de l'hybridation, on ne vient pas rajouter un moteur électrique sur un moteur thermique, on remplace le groupe moteur thermique par un groupe moteur électrique, un kit de conversion et un pack batterie. Ça peut paraître simple puisqu'on vient juste déposer le groupe moteur, installer notre kit à la place, faire une programmation, des tests et faire rouler le véhicule. On arrive à le faire dans la journée aujourd'hui. Mais il y a encore 3 ans, ça prenait 6 mois à effectuer, ce n'était pas industrialisé. On a réussi à développer un système qui est aujourd'hui plug and play et qui permet globalement à la filière de pouvoir, à la solution de pouvoir exister, d'être industrialisée, tout simplement d'être viable, puisqu'on peut le faire rapidement et qu'on peut donc l'externaliser, trouver des partenaires, etc. Donc j'ai dit qu'on était pionniers, c'est parce que, comme je l'ai dit, il y a 4 ans, on s'est amusé à vouloir faire de ces solutions une solution industrielle.
Alors on a eu une intuition, on s'est dit, quand on part d'un véhicule thermique qui est existant et qu'on le convertit électrique, globalement il n'y a que du bon. On part d'un véhicule qui est existant, on n'a pas à tout reproduire, on vient remplacer une partie du véhicule qui a priori va être polluante. Et donc on a un véhicule qui va être beaucoup plus efficient environnementalement, qui aura eu un bilan carbone qui sera beaucoup plus efficace que si on produisait un nouveau véhicule. Sur l'analyse de cycle de vie, on est plus intéressant, et en plus de ça, a priori ça devrait coûter moins cher. Ça, c'est l'intuition de base, et on s'est lancé globalement avec cette idée, sans savoir que la réglementation était bloquante, etc. etc. Tout ça, c'était en 2019. En 2019, on s'est retrouvé à toquer aux portes des parlementaires, des sénateurs, et à dire, on a une solution qui est intéressante. Ne vous inquiétez pas, on va pas monter un garage artisanal, mais on a envie de lancer une activité industrielle. Mais pour pouvoir lancer cette activité, il nous faut un cadre qui puisse permettre l'industrialisation, et donc globalement l'homologation. Je vous passe les étapes, mais on a réussi à avoir un arrêté ministériel qui est paru en avril 2020 et qui a permis globalement, à partir de ce moment-là, à la filière d'exister, puisque l'homologation était possible, et elle était possible en série. Ce qui veut dire que les acteurs comme nous pouvons développer maintenant un kit pour convertir un modèle ou un type de véhicule, l'homologuer, et ensuite le commercialiser à l'échelle et mettre les véhicules autant qu'on veut. On a un agrément qui nous permet de le commercialiser. Tout ça, ce n'était pas possible avant, il fallait une homologation individuelle, demander l'accord du constructeur, etc., etc. Donc on a réussi en un temps assez rapide à pouvoir faire évoluer tout ça. Et aujourd'hui, on est l'acteur de référence puisqu'on a réussi à développer un kit sur le Renault Trafic, qui est un utilitaire, puisqu'on cible précisément la gamme des professionnels et des collectivités. On est en train aujourd'hui de développer en partenariat avec le constructeur Renault un kit sur le Renault Master, qui est le fourgon de plus grande taille et qui est présent en plus grand volume, et en collaboration avec un constructeur qui, il y a 3 ans, nous riait un petit peu à la figure lorsqu'on venait toquer à sa porte et qui aujourd'hui a fait un partenariat assez structurant avec nous, avec à la clé 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2 années, 2024-2025, sur une phase de POC, qui va nous permettre normalement de pouvoir passer à l'échelle notre capacité de production et pouvoir envisager un déploiement à encore plus grande échelle. Ce partenariat, c'est le partenariat sur lequel va se baser le développement et le passage à l'échelle de l'entreprise sur les 24 prochains mois. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui, après une levée de fonds en 2021 de 2 millions d'euros, auprès de Business Angel, de groupes de fonds d'investissement régionaux, surtout dans les Alpes, à nous lancer aujourd'hui sur une levée de fonds de 4 millions d'euros, pour laquelle il y a à peu près 25% qui est dédié à la plateforme l'État. Alors, vous allez me dire, Wadi, tu as des grandes cernes. J'ai des grandes cernes parce que j'ai passé 3 mois à travailler sur cette levée de fonds, enfin à travailler sur un closing de la levée de fonds. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer qu'on a fait le premier closing à 3 millions, à peu près 3 millions, avec des fonds d'investissement tels que Amundi, le gestionnaire d'actifs, ou encore Shift for Good, un fonds spécialisé dans la mobilité électrique, qui nous accompagne auprès de nos actionnaires historiques. Et aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir permettre aussi aux investisseurs de l'État, mais aussi à nos partenaires et à nos soutiens, de pouvoir investir via cette campagne. Je vous remercie et puis je peux répondre à vos questions avec grand plaisir. Bravo. Du coup, Tolv, acteur pionnier, vous êtes le premier à avoir eu l'homologation, ce qui vous donne un temps d'avance assez important par rapport à la concurrence, notamment sur un véhicule qui, si tu cibles une entreprise publique et privée, est assez utilisé, et avec un partenaire qui va vous accompagner sur la mise en production et l'industrialisation. Donc vous avez vraiment un temps d'avance par rapport à la concurrence. Le deuxième point, c'est que, comme vous le savez, vous l'avez entendu, on en parle beaucoup, la réglementation et les décisions politiques vont dans le sens de cette transition électrique, et on ne va pas passer uniquement par des nouvelles constructions. Le passage en électrique est clé et une source pour atteindre les enjeux politiques et réglementaires et de transition écologique. Et le troisième point, c'est aussi, comme pas mal de dossiers ici chez l'État, et c'est un enjeu, d'être en cofinancement avec des investisseurs professionnels. Certains suivent sur ce deuxième tour et d'autres sont des investisseurs qui ont une capacité à réinvestir et à suivre cette aventure entrepreneuriale, industrielle, sur un secteur qui est assez important et un marché fort en France et en Europe. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Une fois que c'est converti, qui entretient les véhicules ? Alors, une fois qu'on convertit un véhicule, ça devient un véhicule électrique au même titre qu'un véhicule qui sort d'usine. Il est homologué au même titre qu'un véhicule qui sort d'usine. Il a une carte grise véhicule électrique. Il bénéficie des mêmes subventions et il est entretenu exactement de la même manière. Donc, pour l'entretien assez basique, qui est assez minime quand même pour un véhicule électrique, ça peut se faire dans n'importe quel garage qui sait manipuler du véhicule électrique. Sur de la garantie ou sur du service après-vente spécifique, nous, on a des flying doctors qui peuvent aller directement agir en direct. On a des partenaires aussi, puisque notre stratégie repose énormément sur le fait de distribuer et d'externaliser l'installation de nos kits, mais aussi
le service après-vente et la garantie de nos véhicules. Donc globalement, il y a un réseau qui est en mesure de pouvoir assurer la garantie et la maintenance des véhicules, si besoin est. Et puis surtout, on a ce partenariat avec Renault qui est quand même assez structurant, puisqu'on va avoir accès à tout un maillage national à partir de l'année prochaine. Quel est l'avenir duré du business du rétrofit une fois que les véhicules thermiques seront tous rétrofités ou évacués de la circulation? Alors on a un peu de temps avant d'y arriver. C'est la question qui revient systématiquement et elle est totalement illégitime. Donc je n'ai pas assez insisté dessus puisqu'on n'avait que 5 minutes, mais aujourd'hui notre technologie, c'est une technologie qui est propriétaire sur une partie évidemment. Alors on ne fabrique pas les moteurs, on ne fabrique pas les packs batteries, quoique on les assemble et on les homologue, mais néanmoins on fabrique toute l'architecture électromécanique, toute l'architecture software et électronique embarquée. On a 4 brevets, 2 qui sont déposés, 2 qui sont en cours de dépôt. Ce qui veut dire qu'en fait, on a internalisé une bonne partie des compétences qui permettent de développer ce qu'on appelle en fait dans le jargon technique une chaîne de traction électrique. Cette chaîne de traction électrique, aujourd'hui, on l'a appliquée et adaptée au rétrofit, c'est-à-dire venir s'insérer dans un environnement qui est thermique et qui n'était pas fait pour être électrique, ce qui est un petit challenge si on veut avoir un véhicule qui est à l'état de l'art de la safety, sécurité, performance. Mais demain, notre chaîne de traction électrique, on peut très facilement les fournir à un constructeur dans le cadre d'une plateforme. On peut facilement en fait, venir travailler en partenariat avec d'autres acteurs. Ça nous donne une possibilité de pouvoir continuer à vivre au-delà même du rétrofit. Donc si c'est juste à la question. Sur le rétrofit en tant que tel, nous on pense qu'il y a une vingtaine d'années d'activité pérenne en Europe pour accompagner toutes les réglementations qui vont arriver, tout le shift qui va être assez lourd, puisqu'aujourd'hui je rappelle qu'on est encore assez loin d'avoir atteint ne serait-ce que quelque chose d'ambitieux en termes de chiffres. On a néanmoins tout un cadre réglementaire qui est en train de pousser vers ça. Et je rappelle également que là on parle de l'Europe, où on est plutôt les premiers de la classe, surtout en France. Si on va voir les autres pays, les autres continents, on est bien en retard. Donc globalement, la transition du parc automobile au monde, ça va prendre minimum 50 ans. Donc nous, on pense que sur le rétrofit, on a minimum 20 ans en Europe. On peut rajouter quelques décennies si on veut s'internationaliser. Et donc globalement, avec notre positionnement aussi sur tout le secteur automobile, du fait des compétences qu'on a développées, ça nous donne une certaine place plus durable dans le monde du véhicule électrique. Merci beaucoup. Merci. On arrive à la fin, il y a eu 6 pitchs. Du coup, toutes ces entreprises, vous pouvez les retrouver sur l'ITA. Vous avez accès à un dossier d'investissement qui présente les éléments financiers, le marché, la concurrence, les conditions d'investissement. Là, on ne peut pas l'aborder, mais les questions de valorisation, les questions du pacte d'actionnaire, vous avez tous ces éléments. Vous pouvez rentrer il y a des synthèses, mais il y a aussi, vous pouvez rentrer dans le détail. On est à disposition, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller pour être accompagné. Les tickets minimum varient, mais c'est entre 100 et 1000 euros. Et ensuite, vous pouvez investir plus en fonction de vos patrimoines. Un conseil, c'est penser bien à diversifier en termes de secteur d'activité, en termes de produits financiers également. L'action, c'est un investissement qui est plutôt sur un horizon de temps 5 à 7 ans. L'idée, c'est d'à un moment donné vendre vos actions, soit un nouveau fonds d'investissement, soit l'entreprise se vend et vous pourrez céder vos actions avec une plus-value potentielle, aussi une moins-value potentielle. Il y a une réduction d'impôt de 25%, mais également sur l'État, vous pouvez trouver de l'investissement sous forme d'obligation. Donc là, c'est comme un prêt structuré de manière un peu différente, parce que chez l'État, on est plutôt un investisseur long terme, donc on va être sur des durées plutôt autour de 5 ans, on va mettre des différés de remboursement de capital, et du coup, si jamais l'entreprise ne va pas bien, vous serez remboursé après la banque, ce qui justifie également que le taux est plus élevé que ce qu'on peut trouver dans les taux bancaires aujourd'hui. Donc le taux moyen post-inflation chez l'État, là, les obligations qu'on vous propose sont plutôt autour de 8-9%. Également, vous pouvez investir dans des foncières immobilières. Vous avez la foncière Emmaüs qui est là, que vous pourrez retrouver au village, où là c'est un investissement dans du foncier, souvent qui est transformé soit dans des normes plus écologiques d'éco-conception, soit à destination de personnes qui sont sous une précarité d'habitation en logement social. Et là, c'est un investissement où on n'y va pas forcément pour un rendement important et on est plutôt sur du long terme, c'est très impact, et il y a aussi de la réduction d'impôts. Voilà, il y a un dernier conseil, ne pas investir dans le non-coté plus de 10% de vos patrimoines global. Ça reste un investissement qui est risqué. Donc voilà, et on vous recommande d'être conseillé, de nous appeler si besoin. On a un petit peu de temps, du coup on va vous proposer, on ajoute au programme que les entreprises qui ont fait l'effort de venir ce soir pour vous rencontrer au village Lita, qu'elles puissent vous pitcher leur entreprise en 1 minute. Donc là c'est vraiment l'exercice qu'ils doivent faire systématiquement lors de soirées ou au bar ou au restaurant. Tu fais quoi dans la vie? Et voilà, tu as 1 minute pour présenter.
Du coup, qui veut commencer? Allez. L'idée, c'est de donner envie, juste avant le cocktail, de venir vous voir au village. C'est gentil. Bonsoir, je vous présente Vanessa Lépinard, Blandine Baronnet, Olivier Mainfray. Ce sont des intervenants d'une nouvelle école de cuisine qui s'appelle La Source, que vous retrouverez là-bas. C'est la première école de cuisine éco-responsable de France reconnue par l'État aujourd'hui. Voilà, on essaie de repenser complètement la manière d'apprendre ces métiers en faisant attention à tout ce qu'on fait. Voilà, que ce soit d'un point de vue écologique, environnemental ou même une empreinte sociale dans un métier qui en a cruellement besoin, qui est hyper pénurique, qui est pétri de choses bizarres, d'abus, de bêtises, de testostérone et... voilà, donc on essaie de tout repenser, du format pédagogique au type d'intervenant, aux choses qu'on apprend à utiliser, réutiliser, mieux s'approvisionner, mieux se traiter, mieux se parler. Et notre mission, c'est de recréer le plus de vocations possibles et vertueuses dans ce métier qui compte à peu près 220 000 postes à pourvoir. 52 secondes. Oui, question. Je prends, hein, Non, je plaisante. Non, merci beaucoup. Merci, bravo. Bienvenue. Merci, bonsoir. Très bien, très content de pitcher. Je vous invite non pas au village tout à l'heure, mais dans mon champ de sarrasin. Voilà, le sarrasin est une plante magique. Magique parce que d'un point de vue nutritionnel, elle répond à beaucoup de besoins. Elle est bourrée de protéines végétales, elle est sans gluten, elle est pleine d'acides aminés essentiels. Le sarrasin, c'est aussi une plante écologique. Elle pousse sans intrants, sans engrais. Et c'est surtout une plante, pas une céréale. Donc là où on la plante, elle fait revenir les abeilles. C'est la plante des 100 jours, elle fleurit 100 jours. C'est aussi une plante gourmande, et ça, c'est ce qui nous fait plaisir dans l'alimentation. Et justement, on va vous présenter tout à l'heure toute notre offre à base de sarrasin. Le sarrasin, on le connaît sous forme de galette traditionnelle bretonne, mais en fait, on peut en faire plein de choses. Il y a eu le temps du soja, il y a une vingtaine d'années. Il y a eu le temps du quinoa, il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est le temps du sarrasin qui rentre dans une diversité protéines végétales et de végétales. Donc, on a une offre cœur de repas végétal à vous proposer. Et donc, avant de lancer cette offre, on a fait quelque chose de très important. C'est qu'on a recréé une filière de production de sarrasin. 70% du sarrasin que vous consommez en France vient de l'étranger. Il vient de Chine, il vient des pays de l'Est, il venait de l'Ukraine et de la Russie et il n'y vient plus. D'où l'importance de recréer des filières françaises de production. Filières équitables, juste rémunération des agriculteurs, pollinisation des territoires, je l'ai dit. On est en filière bio, donc il faut investir dans ce projet sarrasin et je vous y invite. Et je vous remercie, on a besoin de votre argent. Bravo. Bonsoir, donc Philippe-Antoine Brouillard, je suis le directeur général de Vestia. Donc Vestia, c'est une entreprise familiale qui a été fondée par mon père il y a 28 ans et que j'ai rejoint il y a 10 ans. Donc Vestia, en fait, c'est un acteur de l'ensemble de l'acte de bâtir, de la construction, du montage d'opérations et de l'exploitation. Et aujourd'hui, on se présente à vous parce qu'on a un projet qu'on a développé depuis 2 ans. Donc c'est une usine qui est basée dans le sud de la France et qui développe des projets de construction hors site. Donc la construction hors site, c'est quoi? C'est une réponse à un gros problème qu'il y a dans le bâtiment, puisque le bâtiment représente 43% de la consommation énergétique française et 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a voulu prendre notre responsabilité dans la transition écologique et sociétale qui est indispensable. Mes enfants de 6 et 9 ans me le disent déjà parce qu'à l'école, on leur apprend déjà ce qu'est la transition écologique. Et donc, il nous a paru indispensable de prendre notre part en développant une usine qui construit des bouts de logements, c'est-à-dire on construit des logements 100% bois, en usine directement avec la salle de bain, la cuisine, les peintures et le sol directement en atelier. Donc, qui propose des logements qui consomment 3 fois moins de carbone que ce qu'on produit aujourd'hui avec du tout béton, qui produisent 2 fois moins de nuisances, qui sont 2 fois plus rapides à construire. Et donc, on propose ces logements donc, directement à notre usine sur tout le territoire français. Donc là, pourquoi on a besoin de l'ITAS? C'est que tout simplement, aujourd'hui, on veut développer ce process qui est pour nous indispensable pour la transition écologique, mais aussi pour la révolution industrielle de notre métier. Et donc, on a besoin de vous. Merci d'avance. Bravo.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Adrien, le cofondateur de Dezio. Donc, avec Dezio, on accompagne les enseignes à construire une offre de seconde main autour de la verticale produit jeux. Donc, on opère sur la collecte, le contrôle qualité, le reconditionnement et la revente donc des jeux de seconde main. Et on leur permet ainsi, donc, à nos enseignes partenaires, de structurer une offre qui permet à leurs consommateurs donc, d'acheter mieux et moins cher. On travaille aujourd'hui avec des enseignes comme Cultura, Kiabi et Fnac notamment. Voilà, donc je suis disponible sur le stand pour en discuter plus longuement avec vous. On est évidemment enlevé sur lita.co. On a atteint aujourd'hui notre objectif minimal de 300 000 €, mais l'idée est d'aller bien plus loin et bien plus vite. Donc on compte sur vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence de Label Emmaüs. Je vais être rapide parce que Maud a déjà parlé tout à l'heure. Je pense que vous avez compris, Label Emmaüs, nous on est le site de vente en ligne du mouvement Emmaüs, mais aussi de tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On est une marketplace, donc vous pouvez retrouver plus de 2 millions de produits de seconde main sur notre site, tous mis en ligne par des compagnes, des compagnons, des salariés en insertion. Et on est une coopérative, on évolue dans un secteur hyper concurrentiel, le numérique, le e-commerce et la seconde main maintenant. Donc voilà, là on est en levée de fonds en ce moment en titre participatif et part social. Donc si vous voulez en savoir plus, je serai là-bas. Et la foncière Emmaüs, est-ce que vous voulez parler? Emeric, t'es caché. Un autre Emmaüs pour présenter son projet. Bonsoir à tous. Donc le deuxième représentant d'Emmaüs ce soir, pour la foncière Emmaüs Épargne Solidaire. Alors je ne reviens pas sur le mouvement Emmaüs que vous devez connaître, qui existe depuis plus de 70 ans, qui lutte contre la misère, l'exclusion et la précarité. Pour ce faire, Emmaüs a besoin de locaux, de bâtiments d'activité. Les groupes Emmaüs n'ont pas toujours les moyens financiers de faire l'acquisition de ces bâtiments et donc s'appuient sur notre dispositif innovant qui a maintenant 2 ans, une foncière immobilière et solidaire, pour pouvoir continuer leur activité. On achète des bâtiments et on les met en location à ces groupes-là via un loyer maîtrisé et modéré. On est en collecte sur l'ITA depuis quelques semaines pour un beau projet autour du tourisme social et solidaire en Bretagne, à Primelin précisément, et on compte sur vous pour que ce projet puisse réussir et aboutir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Déborah. J'ai créé la marque de Bonne Facture, qui est une marque de prêt-à-porter masculin haut de gamme en soft tailoring et qui essaye de compléter en fait la révolution qu'il y a eu dans l'industrie du food avec le retour aux beaux fruits et légumes, à la localité, à la qualité dans le monde du vêtement en fait. En réhabilitant des filières locales comme la filière du lin, les mérinos d'Arles, les cotons biologiques et des matières certifiées, et avec un travail très fin sur les ateliers de fabrication. Avec le concept du made by, donc c'est aller plus loin que le made in, c'est avoir une vraie traçabilité sur l'étiquette sur quel atelier a fabriqué votre pièce. Et on est développé depuis 10 ans dans plusieurs pays, beaucoup à l'international et beaucoup via des revendeurs. Et aujourd'hui, sur l'ITA, on travaille une levée de fonds pour pouvoir se développer davantage en digital et apporter à nos clients en fait une meilleure connaissance à travers des contenus éditoriaux de tout le travail qu'on fait sur les filières, la traçabilité et la qualité des matières et des ateliers avec lesquels on travaille. Donc aujourd'hui, on a atteint notre objectif de collecte, le minimum de collecte, et en fait, on veut aller plus loin. Donc on prolonge la collecte qui devait se finir ce soir, et donc je compte sur vous pour venir nous rendre visite et aller voir les vêtements qu'on fait. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir passer au cocktail. Il y a aussi un stand Lita et RIF si vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre. Il y a aussi des investisseurs qui sont un peu plus aguerris, qui sont potentiellement à plus de 5 investissements, qui ont des petits badges. Donc si vous voulez partager vos expériences et avoir des retours d'experts Lita investisseurs, n'hésitez pas à échanger aussi entre vous. Les entrepreneurs sont là. Un cocktail, je ne sais pas qui a fait le cocktail dînatoire. Éthique à table, qui est un partenaire d'une entreprise qu'on a... Ok. Les alchimistes, très bien. Et donc, du coup, vous pouvez vous lever et normalement, les équipes Lita vont nettoyer la salle avec les chaises pour créer un espace de discussion. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt.